Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode des pistes de solutions pour un monde soutenable. On est dans la deuxième partie qui est consacrée à l'espace des solutions et dans cet épisode, on va explorer tout particulièrement la manière dont on peut changer nos moyens de production et nos moyens de consommation pour pouvoir nous nourrir autrement et rester dans les limites planétaires. Alors pour cet épisode, je me suis beaucoup inspiré de deux sources de données et d'informations. En bas, la base de données statistiques de la FAO qui donne beaucoup de graphiques très explicites et on va en voir quelques-uns tout de suite dans un instant. Et puis au-dessus, Creating a Sustainable Food Future, c'est un gros rapport qui a été publié par le World Resources Institute en collaboration avec un certain nombre de centres de recherche, dont le CIRAD en France et UNDP, le programme des Nations Unies pour le développement. C'est un gros rapport de 500 pages qui couvre la plupart des aspects que l'on va découvrir maintenant. Et avant de rentrer dans le détail des solutions, je voudrais faire juste un tout petit récapitulatif en quelques graphes des problèmes auxquels on est confronté. Alors, d'une part, l'agriculture, c'est 5 milliards d'hectares, la surface occupée, c'est-à-dire un tiers des terres émergées et la moitié des terres habitables. D'accord ? En jaune, par les cultures, en rouge, par l'élevage. Donc c'est considérable, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ça consomme énormément d'eau, près de 92% de la consommation mondiale d'eau. Ça consomme toujours beaucoup d'engrais et de pesticides, même si, on peut le voir sur ce graphe, il y a un plateau depuis maintenant une dizaine d'années. Et on est confronté avec l'augmentation de la démographie et avec le changement de mode de vie à des besoins en nourriture qui augmentent. Alors il est représenté ici sur ce graphe. Vous pouvez voir le nombre de calories qu'il fallait pour nourrir l'humanité en 2010, ce qui est prévu en 2050. Et la différence entre les deux, c'est ce que les auteurs appellent le food gap, c'est-à-dire la différence de nourriture qu'il va falloir produire si on veut arriver à pouvoir nourrir tout le monde. Alors ça ne va pas se faire à surface constante. Si on est avec exactement les mêmes méthodes de production d'avant, ça veut dire qu'on va être obligé d'avoir grosso modo de l'ordre de 600 millions d'hectares en plus, de l'ordre de 200 pour la culture et de l'ordre de 400 pour l'élevage. C'est ce qu'on appelle cette fois-ci la différence de la terre. D'accord ? Donc on a un problème de nourriture qui va poser un problème de terre. Et pour avoir une idée des enjeux de ce que représentent ces 600 millions, si vous vous souvenez de l'épisode précédent sur la régénération de la biodiversité et de la biosphère, et pour pouvoir redonner de l'espace aux écosystèmes, il faut pouvoir libérer 800 millions d'hectares. Donc si on fait les deux, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire 800 millions d'hectares, c'est la superficie de l'Australie, et 600 millions d'hectares, c'est la superficie combinée de l'Inde et de l'Argentine. Donc on parle vraiment de changements qui sont très importants. Le secteur est confronté à d'autres problèmes. Le secteur agricole, c'est 25% de gaz à effet de serre, 14% de par la nature même de la production agricole. Alors ça va de la fertilisation des sols, le méthane qui est émis par les rivières, le méthane qui est émis par les bœufs et les autres ruminants, etc., etc. Et puis, il y a aussi 10% qui vient du fait qu'on déforeste pour pouvoir planter, notamment au Brésil, en Afrique et en Indonésie, etc. Donc, on a tous ces problèmes-là qui sont en plus aggravés par le fait que le changement climatique a déjà des effets très perceptibles et que, bien évidemment, ça a des impacts sur la production agricole. Donc ici, c'est la carte projetée de ce qui pourrait se passer en 2050 avec une augmentation de 3 degrés. Et en rouge, vous avez des rendements qui chutent de moitié. Et puis en vert, des rendements qui montent jusqu'à 100%. On voit bien qu'il y a des endroits du monde qui vont gagner et d'autres qui vont perdre, et que globalement, ça va imposer une restructuration massive de l'ensemble de l'agriculture mondiale, notamment parce qu'on ne pourra pas planter la même chose au même endroit.
Alors, compte tenu de l'ensemble de ces problèmes, le World Resources Institute, dans son rapport, fait l'inventaire des solutions possibles, en tout cas d'une grande partie des solutions possibles, et propose un certain nombre de menus d'options, comme ils le disent, pour pouvoir répondre à ces 3 défis en même temps, et voir comment est-ce qu'on peut, dans les 30 ans qui viennent, puisqu'on est maintenant plus en 2010, avancer pour pouvoir à la fois nourrir, réduire la surface des terres et réduire les émissions de carbone, sachant qu'il faut évidemment à la fois augmenter la quantité de nourriture produite à terre équivalente, voire à terre réduite, et puis réduire la demande des produits qui sont les plus, qui vont demander le plus de terre ou qui vont émettre le plus de CO2. Donc on est sur cette stratégie-là. Là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à passer 2050 et à fournir de la nourriture pour tout le monde. Là, c'est le même genre de graphe, mais pour dire comment est-ce qu'on fait pour descendre et ne pas avoir à planter 600 millions d'hectares supplémentaires dans les 30 ans qui viennent. Et on va voir après, c'est même et descendre de 800 millions. Et puis, le troisième, c'est comment est-ce qu'on réduit progressivement les émissions de gaz à effet de serre du secteur en agissant sur l'ensemble des paramètres. C'est un rapport très très complet que je vous invite bien évidemment à regarder si vous êtes intéressé. Moi, je vais juste le survoler là dans le temps de l'épisode sur quelques points pour se donner un peu l'idée des grandes tendances et des mécanismes auxquels ils ont réfléchi. Alors, ici, sur cette diapositive, c'est la somme, entre guillemets, de l'ensemble de ce qu'on va couvrir maintenant. Et puis, j'en rajouterai quelques-uns, d'autres pistes qui viennent de la littérature. Mais on est sur la mesure de la terre agricole totale. Là, c'est les plus 600 millions d'hectares imposés par le fait qu'on sera plus nombreux. Et puis, chacun de ces blocs représente la diminution possible par des mesures possibles. Il y a 3 grands blocs de mesures. On peut réduire la demande, donc on va voir comment. Il y a un deuxième bloc qui est on peut augmenter la production et les rendements. Et puis un troisième qui a peu d'impact sur les terres, et c'est bien normal puisque ça touche au milieu marin, mais qui est très important pour pouvoir apporter suffisamment de calories de bonne qualité et de nourriture de bonne qualité à horizon dans les 30 ans qui viennent. Alors pour ajouter d'autres éléments au World Resources Institute, j'ai trouvé plusieurs articles intéressants. Celui-ci qui a été publié il y a 2 ans et qui fait fondamentalement le même constat, c'est toujours un peu les mêmes chiffres. Il va falloir réduire, et on va voir comment, le gaspillage des produits, il va falloir réduire la part de calories animales, augmenter les rendements, mais il apporte une dimension que ne mentionne pas le WRI, c'est l'augmentation des échanges de produits agricoles et la réduction des barrières commerciales. On va voir tout à l'heure pourquoi est-ce que c'est important. Et un deuxième article qui donc est un petit peu le pendant, qui est publié la même année, qui lui aussi insiste sur des choses qui sont de bon goût, qui lui aussi indique que la production agricole mondiale d'aujourd'hui n'est pas compatible avec les limites planétaires et que pour ce faire, il faut faire tout un tas de choses, dont la redistribution spatiale des terres cultivées. Et c'est cet élément-là qu'on va rajouter par rapport à ce que dit le WRI. Donc voilà le décor qui est planté. Et puis maintenant, je vous invite à explorer les différentes pistes qui sont proposées pour réduire la demande et augmenter la production dans le milieu terrestre et le milieu marin. Alors, pour réduire la demande, il y a fondamentalement 3 grands domaines. Il faut réduire les pertes et le gaspillage, changer de régime alimentaire, c'est de loin le système qui a le plus d'impact. Ça veut dire aussi développer de nouveaux aliments. Dans le rapport du WRI, il y a 2 autres points, mais que je ne traiterai pas directement, c'est arrêter les biocarburants et accélérer la transition démographique. Et je vous invite maintenant à regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du gaspillage. C'est assez incroyable. Dans le chiffre qui est donné dans le rapport, ils disent que 24% de la quantité de nourriture qui est produite n'est pas consommée. Alors elle est répartie tout le long de la chaîne entre la production et la consommation et à chaque fois on en perd un petit peu et au total en fait il y a un quart de la nourriture qui se perd, ce qui en émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'en fait
l'eau, la terre, les engrais, tout ce qu'on a mis dedans pour produire cette nourriture, ça ne sert à rien, c'est vraiment gaspillé. Et en plus, ça émet des gaz à effet de serre. Ça en émet combien? Toujours avec ces chiffres-là, l'équivalent d'un troisième pays, c'est-à-dire du troisième plus gros pollueur mondial après la Chine et les États-Unis. C'est vraiment énorme. Donc on a une marge de manœuvre incroyable sur quelque chose qui ne coûte rien et qui ne change rien dans nos habitudes, si ce n'est ne plus gaspiller. Donc ça, c'est un levier, c'est le premier levier, et on comprend pourquoi. Alors, ces chiffres sont d'autant plus incroyables que le rapport de l'UNEP de l'année dernière indique qu'en fait, on s'est trompé dans les estimations, et le gaspillage est 2 fois plus important qu'attendu. Donc je n'ai pas refait les calculs et je ne suis pas sûr que ça soit linéaire, donc je ne peux pas vous dire si le gaspillage est devenu le deuxième pays le plus producteur de gaz à effet de serre, mais en tout cas c'est un volet exceptionnel, c'est une marge de manœuvre exceptionnelle. C'est réparti là aussi évidemment tout le long de la chaîne de production. Ça concerne tous les pays, qui viennent du nord ou du sud, et on voit alors sur ce graphique, c'est la représentation, chaque point c'est un pays, en fonction de la richesse du pays. S'il y a des pays qui ont 20 000 dollars de PIB par tête de PIB, d'autres plutôt 120 000, donc on retrouve notre ami du Luxembourg là. Et ça, c'est le niveau, c'est la quantité de nourriture qui est jetée par ménage. Et elle varie de 20 à 200, 20 kg à 200 kg par an et par personne, ce qui est juste énorme. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport, enfin dans ce graphique, pardon, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'entre 20 et 200, on voit que des pays au même stade de développement, ou en tout cas qui ont les mêmes revenus économiques, la variation est très très importante. Ça peut aller de 20 à 200 ici, ça peut aller de 20 à 140 là, etc. Donc ce n'est pas nécessairement lié au niveau d'avancement d'un pays, ou en tout cas à sa richesse intérieure. Il semble que ça soit lié à d'autres facteurs. Alors c'est probablement intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être s'inspirer de ceux qui font moins pour arriver à réduire dans ceux qui font plus. Toujours est-il que les grands principes pour pouvoir aider à réduire le gaspillage, c'est bien évidemment d'essayer d'être le plus en amont possible. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va essayer, si on achète moins, c'est bien meilleur parce qu'on n'aura pas à traiter après, et puis parce que ça coûte moins cher au ménage. Si on mange moins, si on composte localement, etc., plus on va aller loin dans la chaîne de dégradation, plus c'est néfaste, et donc plus on a intérêt à agir très tôt. Et au final, on voit bien qu'on pourrait continuer ce graphique et de se dire ce qui est le plus préférable, c'est même de ne pas produire du tout. Donc c'est bien ça l'idée. Produire moins, c'est là où on va vraiment économiser parce qu'on va pouvoir, à chacune des étapes, gagner en efficacité. Alors le rapport liste tout un tas d'options possibles qui sont inclus ici, que je ne vais évidemment pas commenter. En rouge, c'est celles qu'il détaille dans le rapport. Moi, je trouvais intéressant de dire un mot de celles que j'ai rajoutées ici en bleu, parce que ça nous touche directement en tant que consommateurs. Alors, eux, ils mentionnent effectivement réduire les portions. Bah, c'est une évidence, s'il y en a moins dans l'assiette, on peut se resservir, mais évidemment, on jette moins. C'est tout simple, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où ce serait intéressant à mettre en place. Faciliter l'apprentissage de la cuisine. Hein, je pense que je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui apprennent à leurs citoyens à cuisiner, mais ce serait intéressant parce que c'est un bon moyen d'apprendre à faire des choses différentes, parce que c'est lié aussi au fait que l'éducation à ce sujet est évidemment le levier le plus important. On n'est pas tous nécessairement au courant qu'on peut faire quelque chose de très important quasiment sans rien faire et même en faisant des économies. Donc ça, c'est un levier direct qui peut rentrer assez vite dans des campagnes, par exemple au niveau des écoles. Alors, il y en a un autre qui touche les normes, manger des produits imparfaits ou faire que les produits imparfaits puissent être vendus. Là, on est sur un sujet de représentation, la pomme bien ronde et bien jaune, très bien, mais enfin, si elle a un petit défaut, elle est tout à fait mangeable aussi. Et pourtant, qu'est-ce qu'on peut jeter comme nourriture. Donc voilà, je ne vais pas couvrir plus avant, et puis il y a énormément d'acteurs qui se sont positionnés sur ce marché pour pouvoir justement, à juste titre, essayer de contribuer, et ça c'est vraiment un volet qui est très intéressant. On va passer maintenant au deuxième volet,
c'est changer de régime alimentaire. Alors changer de régime alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici sur ce graphe, vous avez en bleu la ligne qui représente la quantité de protéines qu'on doit manger par jour. Et chaque bloc représente ce que mangent vraiment les gens. Alors en Inde, ils sont un tout petit peu au-dessus. En Asie, ils sont nettement au-dessus, etc. Et puis alors, la Chine, l'Europe, le Brésil et les Nations Unies, et les États-Unis, on voit qu'ils sont vraiment très nettement au-dessus, quasiment le double pour l'Amérique du Nord. En vert, c'est les protéines végétales. En rouge, c'est les protéines animales. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans la plupart des pays du monde, on mange trop de protéines, tout court, et en particulier trop de protéines animales. Donc il ne s'agit pas pour tout le monde de devenir végétarien, mais si on pouvait réduire une partie de cette quantité de protéines animales qui est de toute façon en trop, on aurait non seulement une meilleure santé, mais ce serait évidemment bénéfique pour tout le monde. Donc ça, c'est une façon de présenter les choses que je trouve assez intéressante. Alors, pourquoi est-ce que les protéines animales, et alors le bœuf en particulier, sont importants comme levier pour l'environnement? Alors sur ce graphique sont représentés, donc on voit qu'il y a des choses très différentes. Vous avez à gauche, de gauche à droite, un certain nombre de denrées, et tout à droite, le bœuf et le mouton. Qu'est-ce que ça représente? En orange, c'est la quantité de gaz à effet de serre qui est émis. Et en vert, c'est la quantité de surface qui est nécessaire à la production d'une même quantité de calories que les autres sources de nourriture. Donc on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il y a un sujet très important autour de l'élevage. C'est parce que c'est disproportionné, c'est de façon très disproportionnée la partie de notre alimentation qui consomme le plus de ressources, notamment de la terre, et qui émet le plus de gaz à effet de serre. Pour résumer ça d'un seul chiffre, la viande bovine représente la moitié de l'utilisation des terres et des émissions qui sont associées à la nourriture des Américains, alors qu'elle ne fournit que 3% des calories. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre là sur lequel on peut essayer d'agir. Une autre manière de représenter ça, alors cette fois-ci il n'y a que les gaz à effet de serre, c'est de se dire que le bœuf c'est 60 fois plus que par exemple les tomates ou le maïs. Voilà. Ça donne un ordre de grandeur de la quantité de gaz à effet de serre produit tout au long du cycle de vie des produits. On a bien une différence très nette entre les sources de protéines animales et les sources de protéines végétales. D'ailleurs, la réduction de la viande est en cours. Ce graphe, c'est en France. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà eu un pic de la viande dans les années 80, disons un plateau, et que depuis, il y a une réduction qui est régulière, et même si elle n'est pas très, très importante pour l'instant. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a non seulement une réduction globale de la quantité de viande qui est mangée en France par tête d'habitant, mais aussi, ce n'est pas non plus le même type de viande qui est mangée. Le bœuf se réduit au profit essentiellement de la volaille et du porc. Et si on demande aux étudiants ce qu'ils en pensent, ils sont beaucoup plus sensibilisés que les générations précédentes. Et le rapport du REFED de 2020, d'après leur consultation, 73% des étudiants ont déjà diminué leur consommation de viande et de poisson ou souhaitent le faire. Et 11% sont déjà passés à un régime végétarien. 11%, c'est beaucoup pour la France ou typiquement pour les plus de 50 ans, c'est plutôt de l'ordre de 2%. Donc les jeunes sont 5 fois plus végétariens, on va dire, que les seniors. Donc c'est peut-être quelque chose qui est en cours. En tout cas, aux États-Unis, le marché des produits de substitution à la viande augmente très nettement, 20% par an, 28% par an, 170% par an, avec une gamme de produits qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques années, des œufs à partir de plantes ou
Alors du lait peut-être, mais de la viande à partir de plantes. Ce sont des nouveaux types de produits qui ressemblent aux produits de type carné, mais qui sont faits à partir de végétaux, donc qui n'ont pas du tout la même empreinte écologique et qui vont satisfaire le goût des consommateurs, donc ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de changer de goût. En revanche, on réduit drastiquement l'empreinte. Donc ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup aux États-Unis. Je vous ai pris un autre exemple d'une boîte française, Odontella, qui développe quelque chose que je trouve original. Bon, à deux titres, c'est que d'une part, c'est un substitut de poisson, puisque là, ils font du saumon fumé à base de plantes. Et deuxièmement, ils ne le font pas à base de plantes terrestres, ils le font à base d'algues. Et ça, c'est intéressant parce que les algues poussent en mer, et donc par construction, tout ce qui pousse en mer, ce n'est pas de la terre qu'on prend. Donc on a un autre moyen de substituer et de réduire. Donc après avoir vu quelques-unes des pistes possibles, il y en a évidemment beaucoup d'autres pour réduire l'empreinte de ce qu'on mange, on peut, d'un point de vue consommateur, on peut maintenant voir comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter la production à des échelles parfois très significatives. Et là, il y a là aussi trois grands domaines dans le rapport du WRI. Le premier, c'est d'augmenter la productivité de l'élevage, c'est ici. Le deuxième, c'est d'améliorer les rendements des cultures. Et puis, le troisième, dont je ne vais pas parler, c'est planter plus fréquemment les semences. Et moi, je voudrais rajouter deux petits points très vite. Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement redistribuer certaines terres et comment est-ce qu'on peut cultiver d'autres espaces? Alors, augmenter la productivité de l'élevage, moi j'ai trouvé cette figure très parlante pour voir pourquoi est-ce qu'on pouvait dire quelque chose comme ça, parce qu'on a en tête les productions parfois industrielles chez nous, mais aux États-Unis, en Europe, au Japon, donc tous les points qui sont en vert, vous avez une production de protéines avec une quantité de CO2 émis qui est dans ce rapport-là, c'est-à-dire un peu moins, voire franchement moins que ce qu'on avait vu sur le graphe précédent, c'est-à-dire entre 25 et 50 kg de CO2 émis par kilogramme de protéines. Sauf que, en Afrique, ou ici, la limite entre l'Inde et le Pakistan, si vous êtes en rouge foncé, vous êtes à plus de 1000 kg de CO2, donc une tonne de CO2 émise pour 1 kg de viande produite. D'accord ? Donc c'est juste monstrueux parce que c'est 100 fois plus. Donc là, ça nous fait des marges de progression qui sont considérables. Et donc on comprend mieux pourquoi est-ce que les auteurs insistent sur le fait que si ces cheptels-là, s'il y avait d'autres manières de pouvoir cultiver, enfin de pouvoir élever, notamment on voit bien en Afrique, Madagascar, on pourrait réduire drastiquement l'empreinte parce que ce qui dit une telle quantité dit aussi beaucoup de terres nécessaires, donc beaucoup d'eau, beaucoup de choses dont ces régions n'ont pas forcément... sont pas forcément très bien dotés. Donc il y a une question de rationalisation de l'ensemble avec deux mécanismes essentiellement, et on en reparlera tout à l'heure. Le premier, c'est donc celui-ci qui est d'augmenter la productivité localement, et puis un deuxième, évidemment, qui est de se dire peut-être qu'il faut exporter et arrêter de produire ou produire autrement et différemment et moins dans les endroits où ce n'est pas très bien adapté. Ce qui est vrai pour la viande, est bien sûr aussi vrai pour le lait. Et entre les systèmes les plus efficaces de production de lait et les systèmes les moins efficaces, il y a un facteur 6. 6 fois plus de lait à l'hectare, c'est sûr que ça ne prend pas du tout la même quantité de terre. Donc cette augmentation de productivité est un levier intéressant. Alors ce qu'on vient de dire pour l'élevage est aussi vrai pour les cultures. Et on voit sur ce dessin qui vient de la FAO que, par exemple, en 20 ans, entre 2000 et 2018, il y a eu une augmentation de 50% de production alimentaire pour la même surface. Donc c'est une augmentation des rendements qui est continue et linéaire depuis les années 60. Ça, c'est l'augmentation du rendement, c'est-à-dire la quantité de tonnes à l'hectare par an d'une culture, en l'occurrence ici des céréales. Donc on voit que c'est linéaire, ce qui fait que ça permet d'estimer où est-ce qu'on pourra être en 2030, 2040, 2050. Ce que les auteurs calculent, c'est que si on poursuit cette progression linéaire du rendement mondial, donc, qui prend en compte tous les endroits où c'est très peu produit aussi, alors on fera des efforts significatifs, mais il faut faire un peu plus
voire même significativement plus que le taux qui est marqué ici. Donc c'est quand même des défis qui sont importants. Alors on va maintenant regarder quelques-unes des méthodes qui sont à l'étude ou qui sont en cours de déploiement pour améliorer les rendements. Un exemple ici d'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est le fait de combiner différentes plantes pour augmenter les rendements. Ici, c'est un exemple qui vient de Zambie, où depuis 2007, 2008, 2009, 2010, chaque année est mesurée la quantité de maïs qui est produite, soit seule, soit en co-cultivé avec un arbre, dont je vous épargne le nom, qui va donc faire de l'ombre et apporter des nutriments. Enfin, il va y avoir une relation écologique entre les deux. Et donc, on passe d'un facteur 1 à 3 et on voit que, année après année, la différence est quand même très importante de rendement entre faire seul ou faire sous le couvert végétal de l'arbre. Donc ça, voilà une méthode pour améliorer les rendements, notamment dans les cultures vivrières. Donc ça, c'est l'agroforesterie. C'est un exemple qui a suscité énormément de travaux, de recherche, de quelque chose de plus large, qu'on appelle maintenant l'agroécologie. L'agroécologie, telle que définie par son fondateur, c'est l'application de l'écologie à l'étude, la conception et la gestion des agrosystèmes durables. Alors, j'avoue que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver parce que c'est un ensemble de pratiques qui regroupe fondamentalement 6 dimensions différentes. Il y a la volonté de favoriser la résilience du système et cette résilience, elle peut s'exprimer de différentes manières. Certaines pratiques vont vouloir minimiser l'usage des intrants, par exemple les produits phytosanitaires ou les engrais. Le deuxième, ça va être de contribuer au système alimentaire local, donc on est plus sur une logique sociale. Le troisième, promouvoir des services écologiques. Le quatrième, favoriser la diversité génétique, préserver les ressources naturelles, l'eau, le sol, la biodiversité, et optimiser, équilibrer les flux de nutriments. Donc ces 6 dimensions qui ne sont pas indépendantes et qui interagissent, mais on voit bien que si on veut optimiser la manière de contribuer au système local, on ne va pas nécessairement être sur le même type de pratique que si on veut optimiser une autre des dimensions. C'est représenté sur ce graphique en disant à partir de l'agroécologie, il y a plein de pratiques différentes en fonction de ce que les gens veulent faire. Ça peut être développer l'agriculture de proximité ou maximiser les services écosystémiques sur le modèle américain ou au contraire faire de l'optimisation très précise et de la performance technique pour de l'agriculture de précision. Donc on est sur une notion qui regroupe énormément de pratiques différentes et une manière de capturer ce que l'agroécologie est, d'après les rapports de l'INRA sur la question, c'est que c'est un champ de recherche, des pratiques et un mouvement. Un champ de recherche parce que si le terme commence à partir de la fin des années 90, on voit qu'il s'est tout de suite développé. Ça, c'est le nombre de publications mondiales sur le sujet. Donc en 2020, on doit être près de 10 000 publications sur le sujet. Donc c'est un champ de recherche très actif. C'est aussi un mouvement et des pratiques. Alors j'ai pris un autre exemple venant de France. Alors là, c'est une communauté donc, qui s'appelle Au cœur des sols qui a décidé d'optimiser ces trois composantes-là, faire des semis sans aucun travail du sol, avoir une couverture permanente du sol et avoir des espèces cultivées diverses. J'ai appelé ça approche participative de la transformation des pratiques agricoles parce que l'un des points saillants des pratiques agroécologiques, c'est le fait que ce sont des communautés qui travaillent ensemble, qui échangent sur leurs pratiques, qui essayent d'une année sur l'autre. Et donc, il y a une démarche de recherche participative, de communauté de pratiques. Donc, le côté des pratiques et un mouvement colle vraiment bien à ça. Et ça donne des résultats qui ont l'air tout à fait intéressants. Donc, sur le site de Au cœur des sols, il parle d'une réduction de 10 à 50% des gaz à effet de serre, de 60% de consommation de carburant, 90% d'érosion hydrique, donc moins d'eau, moins de gaz à effet de serre, moins de carburant utilisé, moins de produits phytosanitaires, en particulier contre les insectes et contre les moisissures, et puis une augmentation de 50 à 400% du carbone stocké dans le sol, plus de vers de terre, etc. Donc
Il y a quelque chose de cet ordre-là, des gens qui se mettent sur un terroir particulier, parce que ça va dépendre de là où ils sont, des conditions de chaque terroir. Ce n'est pas le même sol, ce n'est pas le même ensoleillement, ce n'est pas les mêmes pratiques, etc. Et qui vont travailler ensemble à faire une communauté qui échange sur les pratiques pour maximiser sur les différentes dimensions qu'on a regardées, les rendements, et en essayant d'optimiser par rapport à l'empreinte écologique. Voilà. Et c'est quelque chose qui est mondial, puisqu'il y a des communautés agroécologiques dans tous les pays. Alors une autre voie possible pour améliorer les rendements, c'est de faire ce qu'on a fait pour quelques grandes cultures depuis des décennies, mais de le faire avec ce qu'on appelle les cultures orphelines, les orphan crops en anglais. Les orphan crops, c'est 300 millions d'hectares qui sont occupés par du sorgho, du millet, la cassava, la patate douce, etc. Et en fait, ce sont des plantes qui n'ont pas bénéficié d'une amélioration agronomique, ou en tout cas pas suffisamment, et sur lesquelles il y a énormément de marge de manœuvre. Donc si on est capable, sur ces cultures-là, de faire x2, x4, x6, eh ben, c'est toujours plus de nourriture sur ces 300 millions d'hectares, donc c'est moins d'hectares de l'autre côté, c'est toujours la même histoire. Donc ça, c'est une façon de faire. Alors, je vous ai choisi une méthode radicalement différente qui est en cours aux Pays-Bas depuis quelques années. Les Pays-Bas ont développé une méthode très très technique de l'agriculture. Ils ont planté des serres partout qui sont chauffées par géothermie, parfois par électricité, avec des gouttes à gouttes calculées, des UV pour pousser en hiver. Enfin, ils sont dans une méthode extrêmement technique. Et ils sont devenus en une décennie le deuxième plus grand exportateur de fruits et légumes au monde après les Américains, en réduisant de 90% l'eau, les pesticides et les engrais chimiques. Donc on est sur pratiquement le paradigme opposé. Dans le cas de l'agroécologie, c'est faire à partir des règles de la nature, entre guillemets, et essayer de voir comment, en fonction de chaque territoire, on peut optimiser les cultures en plein champ. Alors que là, c'est au contraire le parti pris technique de se dire on va s'affranchir au maximum des contraintes de la nature pour industrialiser les processus, tout en étant avec le moins d'intrants possible et avec le moins de perturbations du système en tant que tel. Bon. Deux voies radicalement différentes pour explorer comment on améliore les rendements pour répondre aux enjeux. Une autre diapositive sur ce qui est appelé l'agriculture 4.0. Alors c'est comment est-ce qu'on utilise, en plein champ cette fois, les nouvelles technologies pour essayer d'être le plus précis possible, c'est l'agriculture de précision, quant au traitement. Donc on a ici dans cette représentation un champ avec un drone ou une caméra de surveillance qui regarderait l'état du champ en fonction des lumières qu'il détecte dans des spectres qui ne sont pas des spectres visibles. Il peut voir des insuffisances hydriques, il peut voir des plantes en souffrance parce qu'elles sont attaquées, etc. Et à ce moment-là, ça envoie de l'information à l'agriculteur ou à un système de drone qui va aller apporter de l'eau, un produit phytosanitaire, mais uniquement là où il y en a besoin. Donc dans l'idée, c'est quelque chose qui va aussi limiter les intrants et permettre d'avoir une gestion très haute couture sur des grands espaces. Donc c'est un petit peu la promesse qui est faite de ce type d'agriculture. Enfin, sur cette diapositive, je vous présente l'agrivoltaïsme qui est né au Japon, où il y a très très peu de terre et où ils ont essayé d'optimiser l'espace au maximum. Ça vient probablement d'une réflexion autour du conflit d'usage qu'il peut y avoir entre vous avez un hectare, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous faites pousser quelque chose? Est-ce que vous plantez des panneaux solaires? Je pense qu'on a tous en tête des fermes solaires absurdes qui prennent énormément d'espace et qui stérilisent l'endroit. Là, il suffit juste de le mettre sur pilotis et en fait, on a les deux sur la même surface puisque le soleil va fournir de l'électricité, le panneau solaire va fournir de l'ombre, peut permettre même de récolter l'eau de pluie et on peut faire pousser dessous des plantes ou du fourrage pour des animaux d'élevage. Donc il y a une combinaison assez séduisante et l'agrivoltaïsme se développe maintenant assez vite. Alors, on va maintenant couvrir un autre sujet qui n'est pas dans le World Resources Institute, dans le rapport du World Resources Institute, et qui parle d'un sujet
qui était assez peu couvert avant. Donc cet article, il est très récent, hein, c'est un article du mois dernier. C'est la première étude mondiale qui identifie les zones prioritaires pour la relocalisation des terres afin de maximiser les avantages environnementaux. Donc là, on est sur une logique assez différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce n'est pas de se dire comment est-ce qu'on optimise les rendements à un endroit donné, c'est de se dire, on part du principe que les vaches émettent 100 fois plus de CO2 à un endroit donné, et ben, arrêtons de faire des vaches ici, faisons des vaches là où on peut, et là où les rendements sont bons, et faisons à la place, à l'endroit où on ne peut pas faire des vaches, autre chose pour lequel c'est adapté. Comment est-ce qu'on peut, sur chacun des terroirs, essayer d'optimiser les cultures correspondantes? Les calculs qu'ils font, alors tout ça est un modèle très théorique, hein, mais les calculs qu'ils font donnent la possibilité d'une réduction de CO2 équivalent à 20 ans de nos émissions, ce qui est énorme. Entre maintenant et 2050, ou entre maintenant et 2100, si on est capable de gagner 20 ans, ça nous donne plus de temps pour faire tout le reste, vu la course contre la montre dans laquelle nous sommes embarqués. Alors pour avoir une idée un peu visuelle de ce que veut dire ce type de travail, ils ont une représentation du monde, ils ont en vert, ils ont fait le même travail pour l'élevage, mais il n'a pas été encore publié. Vous avez ici en vert les cultures. Plus le vert est foncé, plus la proportion du territoire est couverte par des cultures. Ça va jusqu'à 100% pour le vert le plus foncé. Ça, c'est la carte mondiale de l'agriculture aujourd'hui. Et si on optimisait les cultures, ça donnerait ça. Alors, je vous la remets. Aujourd'hui, demain. Alors, si vous regardez l'Inde ou la Chine, c'est assez parlant. Donc sur le papier, c'est toujours plus facile avec un stylo que dans la vraie vie, sur le papier, ça a l'air formidable. Alors, d'où le fait qu'ils publient dans Nature. C'est évidemment, enfin les auteurs ne sont pas dupes, hein, refondre entièrement le système n'est pas possible. Et si on reprend ici, se dire que l'Inde ou la Chine va arrêter de produire parce que ça va aller beaucoup plus être produit en Afrique ou aux États-Unis, on voit bien que ça n'a pas de sens. Ils ont fait deux calculs différents. Celui que je vous montre, qui est à travers d'un pays à l'autre, vraiment d'optimiser au niveau mondial, comme si les nations n'existaient pas. Et puis après, ils en ont fait un autre qui est plus intéressant peut-être, qui est de se dire, et si on faisait dans le même pays, où il y a la même juridiction, où il y a la même administration, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose de cet ordre-là? Et ce qu'il montre, c'est que si on faisait que 25% de réallocation des terres au sein d'un même pays, on obtiendrait déjà la moitié des avantages de la solution optimale. Donc, ce qui est déjà beaucoup. Donc, ce que ça dit, c'est que quelle que soit la proportion de réallocation qu'on pourrait envisager dans les 30 ans qui viennent, eh ben, chacune de ces réallocations aurait un impact très important, parce que c'est une manière c'est une manière assez simple, là encore sur le papier, hein, bien sûr, d'augmenter les rendements de manière mécanique, parce qu'on va simplement produire plus à un endroit, on va produire la plante qui correspond le mieux à l'endroit sur lequel on plante. Alors le corollaire de ça, c'est qu'on aurait du coup besoin d'échanger encore plus de produits entre pays à pays ou de continent à continent, ce qui est déjà le cas, hein. Et ce n'est pas forcément un problème, parce que contrairement à l'idée reçue, manger local a assez peu d'incidence sur la production de gaz à effet de serre. Alors, si on reprend ce tableau qu'on a vu tout à l'heure, où le bœuf est toujours en 8 parades, et puis où après ça descend jusqu'aux pommes et aux noix qui sont même neutres, voire négatives, on a maintenant, si on s'intéresse à ce graphique par couleur, on voit à chacune des couleurs d'où viennent les gaz à effet de serre, à quel moment du cycle de production on peut allouer les gaz à effet de serre. Ça vient de la déforestation, oui, beaucoup, surtout au Brésil. Ça vient du travail à la ferme, de ce qu'on a donné à manger aux animaux, etc., etc. Le transport, c'est le rouge. D'accord ? Donc en fait, sur le bœuf, quand vous êtes à 60 kg de CO2 émis pour 1 kg de viande, on voit bien que le rouge, ce n'est pas forcément la partie qui est la plus importante. D'accord ? Et c'est pratiquement le cas. À part ici sur le porc où c'est très important et sur les crevettes où c'est relativement significatif, sur le reste on voit que ce n'est pas la part la plus importante. Donc on peut tout à fait imaginer un système où on joue sur la réallocation des terres au sein d'un pays, a fortiori au sein d'une région, où donc on augmente le transport de matières
donc on augmente les émissions de CO2 correspondantes, et pourtant, on va s'y retrouver parce que, par exemple, le bœuf, au lieu de produire 60, il ne produira plus que 30, ou au lieu de produire, en l'occurrence, 1000, il ne produira plus que 20. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que manger local ou pas, c'est en tout cas pas une question de transport. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout manger local, c'est pas ce que je dis. Et je vais donc donner tout de suite un exemple inverse, qui est une autre tendance qui est très intéressante, qui est de cultiver des espaces qui ne sont traditionnellement pas mis en culture. C'est le développement de l'agriculture urbaine. Si ce sujet vous intéresse, Éric Duchemin, à l'Université de Montréal, Canada, est un grand spécialiste de la question et couvre ça depuis des décennies. Et il est intéressable sur le sujet. Et donc, aux quatre coins du monde, en Afrique ou en France, on peut avoir un système de production qui va se faire sur des surfaces qui ne sont pas dédiées à l'agriculture. Donc, c'est une manière, entre guillemets, de créer des hectares supplémentaires de la production. Ce sont des cycles de production qui sont ultra courts. Donc là, on est directement à côté du consommateur, ce qui fait qu'on réduit massivement beaucoup de choses. Et puis, c'est une source de lien social. C'est une source de bien-être des populations parce que les gens aiment bien pouvoir, surtout si ce sont des jardins partagés, et ça permet d'éduquer à l'environnement, ce qui dans les milieux urbains est toujours un défi. Donc ça présente plein d'intérêts. Si ça n'est pas présent dans le World Resources Institute, c'est probablement que la contribution de ce type de solution à l'ensemble est assez réduite, parce qu'on imagine bien qu'on ne va pas faire des millions d'hectares en ville. On peut en faire certains, c'est une petite portion, mais ça a d'autres atouts. Alors quand on parle d'augmenter la production, on parle bien souvent d'augmenter la production de l'élevage ou des cultures, mais c'est aussi... ça concerne aussi le domaine maritime. Et là, on a des sujets très différents. D'une part, la pêche, comme vous vous en souvenez dans l'espace des problèmes, a atteint, voire souvent bien dépassé le maximum possible. En orange, vous avez le nombre de pêcheries qui sont considérées comme surpêchées. Donc on est maintenant à près de 40%. En bleu, celles qui ne sont pas encore surpêchées, mais la ligne blanche décrit la différence entre celles qui ne sont pas encore complètement pêchées et celles qui sont déjà complètement pêchées. Autant dire qu'il y a très peu de marge de manœuvre. Ça, c'est 2015. Je ne vois pas comment ça a pu s'améliorer depuis. Donc, on ne peut pas attendre grand-chose d'augmentation de la production de protéines animales de la pêche traditionnelle. D'autant qu'elle est confrontée à des problèmes importants. Et donc ça, c'est dans ce papier. Il y a notamment une information très importante. C'est qu'il a été montré que le chalutage profond, donc cette technique qui permet avec des très très grands filets de racler le fond, de prendre absolument tout et de laisser derrière un désert sans vie, puisque ça racle absolument tout, y compris des coraux qui ont plusieurs centaines d'années. Pour vous donner un ordre d'idée, un 747 rentre. Voilà. D'accord ? Donc si on veut se faire une représentation de ce que ça veut dire, c'est sous l'eau, donc ça ne se voit pas. Mais si on était sur Terre, ça voudrait dire qu'il y aurait des chasseurs qui auraient inventé une technique de chasse pour attraper quelques biches. Ils lanceraient des avions pour raser la forêt. C'est exactement ce qu'on fait. Mais sauf que c'est sous l'eau, donc ça ne se voit pas. Le chalutage profond est en fait responsable de 1 gigatonne de carbone par an, c'est-à-dire autant que le secteur de l'aviation mondiale. Pourquoi ? Parce que quand les chaluts passent et repassent, ils remettent en suspension tous les sédiments qui sont justement les endroits où le carbone va commencer à se fixer, ce qui fait que ça facilite la redissolution dans l'eau, et il y a une petite partie qui échappe à la redéposition, et comme les chaluts passent les uns après les autres, on a un problème. Donc non seulement les bateaux consomment énormément de carburant pour aller pêcher toujours plus loin, mais en plus, là, avec ce papier, il y a vraiment la démonstration d'un effet beaucoup plus important, beaucoup plus systémique. Tout ça pour dire que la surpêche, et en particulier le chalutage profond, devrait être réduit de façon drastique, voire arrêté, si on voulait avoir des pêches durables. Et donc, il va falloir massivement augmenter l'aquaculture pour pouvoir produire les protéines correspondantes.
Je pars du principe qu'on a déjà fait tout le reste, en tout cas, on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de réduire. Voilà, on mange moins de poissons, mais enfin on en mange encore, en tout cas il y a des gens qui en mangent. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour le produire? Bien, on s'attend à ce que dans les années qui viennent, il y ait de moins en moins de poissons qui soient capturés en mer, en particulier par je ne parle pas de la pêche vivrière et des petits pêcheurs, je parle là des très très gros bateaux qui raclent le fond. Et à ce moment-là, il faut développer l'aquaculture. Alors ce qui pose un autre problème, parce que l'aquaculture, quand on a une concentration de poissons, ça veut dire des problèmes d'eutrophisation parfois, ça veut dire des problèmes notamment pour les alimenter. Aujourd'hui, les poissons qui sont produits en aquaculture sont souvent nourris avec des boulettes qui sont produites à partir de pêche, on appelle la pêche minotière, c'est-à-dire des tout petits poissons, du fifrelin, et hop, on les mélange, on en fait une bouillie, on les donne aux poissons d'aquaculture. Clairement, augmenter l'aquaculture de poissons, ça veut dire changer la manière de les nourrir. Et donc il y a beaucoup de recherches actuellement sur la manière de faire une aquaculture plus durable. Alors une idée justement qui est actuellement en cours d'exploration et de déploiement pour pouvoir nourrir les poissons d'élevage, c'est de produire de la nourriture pour les poissons d'élevage à partir d'insectes ou de poudre d'insectes. Les insectes, sont des animaux qui sont extrêmement efficaces, qui ont un métabolisme très efficace, ce qui fait qu'on les nourrit très peu pour arriver à faire des protéines d'insectes. Ils ont un métabolisme, un taux de conversion énergétique, si vous voulez, qui est très très efficace. Ce qui fait que dans des hangars, avec un peu de plantes, on produit un peu d'insectes, c'est broyé, et ensuite ça fait des boulettes qui peuvent permettre de nourrir des poissons. Donc ça, c'est un moyen de donner de la protéine de très bonne qualité aux poissons, sans avoir, en tout cas en essayant de réduire au maximum les effets sur les prélèvements qui ont lieu dans les milieux marins. Donc ça peut être un moyen d'améliorer l'aquaculture. Et puis, je voulais finir sur l'aquaculture très brièvement en mentionnant autre chose, c'est qu'on parle très souvent des poissons, on a souvent en tête le saumon, mais si on prend les petites barres oranges ici, ce sont les algues. Et on retrouve que depuis 1990, il y a eu une augmentation continue de la quantité d'algues qui est produite en aquaculture. Alors, c'est exactement comme sur Terre. Il est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus intéressant de faire des végétaux que de faire des animaux, parce qu'on n'a pas besoin de conversion énergétique. Donc on a moins de pertes en ligne, si vous voulez, et ce sont des produits qui sont très bons pour la santé. Les algues présentent un avantage par rapport aux végétaux terrestres, c'est qu'ils ne prennent pas d'hectares. Donc c'est un moyen aussi supplémentaire d'arriver à gagner ces précieux hectares. Les champignons, ce serait pareil, parce que les champignons, on peut les cultiver, par exemple, dans des galeries, ils n'ont pas besoin de soleil. Donc il y a d'autres aliments qui ne dépendent pas de la terre et qui peuvent être un moyen, là encore, d'augmenter la production du système. Et pour finir, je vais vous présenter quelques idées très brièvement qui sont plutôt de l'ordre de la spéculation à l'heure qu'il est, mais c'est potentiellement des pistes pour essayer au moins marginalement de produire autrement. Et donc je vais couvrir trois choses rapidement. Les fermes urbaines, donc on en a un exemple ici, les viandes de culture et la nourriture synthétique. Les fermes urbaines, c'est le fait que vous pouvez, dans des entrepôts ou dans des sites industriels, pouvoir cultiver, alors c'est le modèle hollandais si vous voulez, mais poussé à l'extrême, puisque là vous êtes dans des buildings et vous êtes sous lumière artificielle et vous pouvez tout régler, l'eau, les intrants, etc. La productivité de ce type de culture est considérable, absolument considérable, parce que vous évitez les pertes, parce qu'il y a très très peu d'insectes, il n'y a évidemment pas d'insectes dans le système, vous contrôlez parfaitement ce que vous mettez dedans, etc. Ça consomme aussi énormément d'énergie, bien sûr, et donc savoir entre les deux qu'est-ce qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est de produire de la nourriture localement auprès des villes ou au contraire, est-ce que ça va prendre trop d'énergie? Bon, c'est des sujets qui sont on verra bien dans l'avenir, qu'est-ce qui sortira de ça, mais c'est exploré et expérimenté à différents endroits, notamment en Europe et au Japon. La deuxième chose que je voulais vous présenter, c'est la viande artificielle, la viande qui est cultivée. Et là, on a aussi
une analyse coût-bénéfice qui, sur le papier, est très très intéressante. Parce que si on compare une viande qui provient d'un animal d'élevage classique avec une viande qui est produite en laboratoire, eh bien, on a des différences de consommation d'eau, d'émissions de gaz à effet de serre et surtout de terre utilisée qui est très très importante. Alors, ce petit graphe date un peu et à l'époque, il y avait un facteur 10 dans le coût de production, ce qui, par construction, limite complètement l'utilisation de ce type de choses, parce que si c'est 10 fois plus cher, personne ne va l'acheter. Or, il se trouve que c'est en train de se développer très rapidement, les coûts de production diminuent de façon très importante, et il n'est pas impossible qu'à l'avenir, on ait de la viande de culture dans nos assiettes, ou en tout cas dans les assiettes de ceux qui souhaiteront en manger. Et pour finir, alors là on rentre carrément dans la science-fiction, c'est une autre idée qui est de fabriquer de la protéine de manière totalement synthétique, c'est-à-dire utiliser de l'électricité, de l'eau et de l'air, c'est-à-dire du CO2, faire de la nourriture sans agriculture du tout. Ce qu'a montré cette start-up finlandaise, c'est qu'il était possible, à partir d'énergie, qui en l'occurrence provient d'énergie renouvelable chez eux, de produire une sorte de farine animale. Alors c'est évidemment pas pour nous, mais qui pourrait être utilisée par exemple pour nourrir les poissons d'élevage, etc. On est là dans le domaine de la spéculation, mais c'est intéressant de voir une piste d'entrée complètement différente parce que on n'est plus dans un système où on dépend du soleil directement pour produire quelque chose. On rentre dans une logique où on arrive à produire quelque chose qui permet de commencer une chaîne alimentaire à partir de chimie et d'énergie. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le paysage de ce que j'ai trouvé, de ce qui me semble intéressant à partager sur les pistes de solutions. C'est évidemment très très largement inspiré de ce rapport que je vous recommande si vous êtes intéressé par ces sujets. Et juste en guise de synthèse, on peut se dire que fondamentalement l'enjeu qu'on a, c'est d'arriver non seulement à nourrir tout le monde sans avoir à planter 600 millions d'hectares supplémentaires, mais en plus à diminuer de 800 millions d'hectares supplémentaires pour pouvoir laisser la place à des écosystèmes qui ont besoin de se régénérer, et que dans ce rapport et dans d'autres études correspondantes, il y a tout un tas de solutions possibles à mettre en place, et évidemment, c'est la combinaison de l'ensemble. Là, on retrouve une idée qu'on a déjà explorée plusieurs fois, parce qu'on va réduire les pertes, parce qu'on va changer le mode d'alimentation, parce qu'on va réduire les biofuels, parce que, etc., etc., on va arriver à cet objectif-là. Il faut vraiment travailler sur tous les fronts pour pouvoir arriver à nourrir sereinement l'humanité en 2050 en restant dans les limites planétaires.